La contribution de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'enracinement de l'intégration dans la sous-région. C'est autour de cette thématique que la Cour de justice de l'UEMOA effectue sa rentrée. Les temps forts de la cérémonie à suivre dans quelques instants. Et puis c'est parti pour l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Cette année, il est question de l'apport des EPE à la mise en œuvre du budget programme. C'est également le lieu pour ces EPE de faire le point de leur gestion financière et administrative. Dans l'actualité ce soir, nous revenons sur la journée du refus de la misère commémorée hier 17 octobre. C'est une journée d'interpellation sur la nécessité du respect de la dignité humaine. Le mouvement Agir tous pour la dignité a choisi la localité de Manega dans la province de Loubritinga pour abriter la journée du refus de la misère. Et puis, le refus de la misère suppose également une sécurité alimentaire bien assurée. Dans ce journal, nous ferons le constat sur la réussite de la production du riz sur 2 sites au niveau du plateau central et de la Boukou du Mouhoun. Des résultats engrangés, d'une part grâce au conseil averti des techniciens de l'agriculture et d'autre part grâce à l'appui du projet riz pluvial. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, la Cour de justice de l'UEMOA a effectué sa rentrée ce jeudi à Ouagadougou. Une rentrée judiciaire placée sous le signe de la contribution de la justice de l'UEMOA en l'enracinement de l'intégration dans l'espace UEMOA. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du FASO. Le reportage de Amadou Ilboudo et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Face au président du FASO, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA dresse le bilan de ses activités judiciaires au cours de l'année 2017-2018. La tenue d'assemblées plénières, intérieures et consultatives et la campagne de promotion du droit communautaire sont entre autres les activités que la Cour a pu mener. Et pour cette rentrée judiciaire qui évalue la contribution de la Cour de justice de l'UEMOA à l'enracinement de l'intégration économique et monétaire, la Cour décline ses perspectives pour la nouvelle année judiciaire. Nous projetons de dématérialiser la saisine de la Cour, de sorte qu'un habitant qui est à Abidjan ou à Cotonou puisse nous saisir sur les sites internet. Nous allons continuer la politique de vulgarisation et nous rapprocher du justiciable pour que cette loi-là soit mieux connue. Et nous allons aussi rendre efficace le site web de la Cour sur lequel nous pourrons trouver la jurisprudence de la Cour, les tests communautaires et les commentaires des étudiants et des professeurs. Pour rapprocher les citoyens de l'espace UEMOA de leur cour de justice, Joséphine Suzanne Eba Touré et ses collaborateurs peuvent compter sur le barreau burkinabé. Il faut d'abord que ce soit des décisions prises au niveau communautaire, au niveau des États et intégrées donc au niveau de l'Union tant que les textes ne sont pas pris. Ce que les barreaux peuvent faire, c'est du lobbying. Créé dans le souci de veiller au respect du droit quant à l'interpellation et à l'application du traité de l'Union, la Cour de justice de l'UEMOA a enregistré de normes acquis mais est confrontée à des entraves sociologiques, politiques et administratives. Elle compte beaucoup sur les pays membres pour arriver à bout de ces entraves. Et qu'en est-il de l'avenir de l'enseignement supérieur dans l'espace UEMOA? Sachez que c'est un avenir qui pourrait connaître une réforme importante, à savoir l'organisation d'un baccalauréat unique dans les États membres. Le sujet est à l'ordre du jour de la réunion des ministres de l'enseignement supérieur de l'UEMOA. La rencontre a débuté aujourd'hui même dans la capitale burkinabé. Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Après les experts qui se sont retrouvés 3 jours durant au siège de l'UEMOA ici à Ouagadougou pour se pencher sur les sujets à l'ordre du jour, ce matin, c'est au tour des ministres en charge de l'enseignement supérieur de l'espace UEMOA de faire le point sur les rapports élaborés par les experts. Nous allons regarder ce qui concerne l'harmonisation du bac dans l'espace UEMOA, comment nous allons faire pour que nous ayons un bac unique. Nous allons définir l'horizon, puisque nous sommes passés du système Cisco au système WADA. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Donc nous allons regarder les tests et apporter les améliorations.
Le troisième point, c'est par rapport au centre d'excellence de la sous-région. Nous allons voir ce que nous pouvons améliorer. L'avenir du baccalauréat au sein de l'espace UEMOA, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et dont les réflexions autour de la problématique sont très avancées. Il faut dire qu'il y a quelques années que les ministres chargés de l'enseignement supérieur ont décidé qu'il faut faire le bac à la même période pour éviter que les élèves du secondaire ne fassent plusieurs bacs comme un peu de la loterie pour aller au-delà de cette simple période du bac, la période unique du bac. Les ministres ont estimé qu'il faut étudier la situation pour que le bac que nous faisons soit du même contenu, de la même difficulté, de la même pertinence. La rencontre de Ouagadougou qui fait suite à celle tenue à Abidjan doit donc poser des jalons pour faire face aux défis de l'enseignement supérieur au niveau de la sous-région. L'enjeu, contribuer à la résolution de l'épineux problème de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Une autre rencontre internationale referme ses portes dans la capitale burkinabé. Il s'agit de la conférence africaine sur la régulation et l'économie numérique. Les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction après 3 jours d'échanges sur les enjeux de la régulation numérique. Adama Gitsi et Vincent Tchendrebego. Communication et débat sur plusieurs thématiques relatives aux problématiques de la régulation des communications électroniques, c'est ce qui a marqué les 3 jours de travaux de la conférence africaine sur la régulation et l'économie numérique. Très souvent, dans les conférences, il n'y a que les acteurs de numérique, les régulateurs, les États. Là, ce que l'on souhaitait avoir, c'était les académiques, les chercheurs, les jeunes étudiants et la société civile pour qu'ils puissent apporter leur point de vue, contester, commenter, réagir, etc. sur ce qui a été dit à la tribune et que chacun reparte en ayant en tête peut-être des choses qu'il n'avait pas intégrées avant de venir ici et donc s'enrichissent à travers ces débats. Et je crois que c'était une très bonne opportunité pour que nous essayions de réfléchir tous ensemble à comment tirer les plus grands profits pour nos populations, aussi bien celles des villes mais aussi celles du milieu rural, de ce monde numérique qui est autour de nous, qui est parmi nous, qui nous vient un peu de tous les côtés, de tous les sens. Comment essayer d'en tirer les plus grands profits en tenant compte de nos réalités, en tenant compte de nos contextes. À la clôture, c'est une satisfaction qui se dégage au niveau des différents participants venus de plusieurs pays du continent pour cette première conférence africaine sur la régulation et l'économie numérique. Autre titre de l'actualité, l'Assemblée générale des établissements publics de l'État a débuté ce jeudi à Ouagadougou. Quelle contribution des EPE pour la mise en œuvre du budget programme? C'est autour de cette interrogation que les travaux se déroulent. Mais comme à l'accoutumée, les EPE feront le bilan de leur gestion administrative et financière. Adama Giti, Frédéric Etienne Bassenga. Les établissements publics de l'État, à l'heure du bilan, nous sommes à la 19e session de l'Assemblée générale des EPE. 48 heures pour éplucher gestion administrative et financière. Comme à l'accoutumée, chaque EPE devra rendre compte. Mais déjà, et ce, à partir du rapport général, les résultats sont satisfaisants. Les indicateurs de performance sont restés aux normes de façon générale. Pour l'exercice 2017, les niveaux de réalisation des prévisions des recettes sont assez satisfaisants dans tous les secteurs, dans la mesure où sur les 82 EPE, 54 contre 52 en 2016 ont enregistré des taux de réalisation des recettes supérieurs à 80%. Les niveaux de réalisation des dépenses ont été contenus dans les limites des prévisions de crédit pour la plupart des EPE. Cependant, 26 EPE contre 49 en 2016 ont des niveaux de réalisation des dépenses se situant en dessous de 80%, donc 14 en dessous de 50%. Pour Paul Kabatiba, les problèmes spécifiques qui se posent à certains EPE incombent à l'Assemblée et c'est tous ensemble avec les contributions des uns et des autres que les difficultés seront jugulées.
Cette instance n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. C'est une assemblée qui a pour but de rendre compte. De rendre compte, mais également de réfléchir ensemble pour trouver des solutions idoines aux difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de leurs objectifs au sein de leurs établissements. Il est donc attendu des recommandations fortes de cette 19e session. Cette année, les EPE vont travailler avec en ligne de mire la contribution qu'ils devront apporter pour la mise en œuvre du budget programme. À présent, le bilan de la 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. C'est un bilan positif selon les organisateurs, puisque la SAMAO a connu la participation de plusieurs acteurs des mines venus de tous les horizons du monde et toutes les activités prévues ont été réalisées. Le bilan de la SAMAO est dressé par le ministre des Mines et des Carrières et le point nous est fait par Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nipier. Le ministre en charge des mines est totalement satisfait de la bonne tenue à Ouagadougou de la 3e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, SAMAO. C'est cette satisfaction qu'il exprime ici devant les organisateurs et les partenaires de l'événement. Pour le ministre, les résultats de l'édition 2018 de la SAMAO sont au-delà des attentes du gouvernement. Au niveau des inscriptions, l'année dernière, nous étions 1028 inscrits. Cette année, notre ambition était d'atteindre 1500. Au finish, nous étions 1975 inscrits, soit près de 2000 inscrits, ce qui est également une participation record. Là où nous avons été véritablement débordés, c'est au niveau des stands. Nous avions prévu une centaine de stands, comme l'année dernière. Et là, nous étions obligés d'ailleurs de louer un chapiteau pour pouvoir continuer de louer des stands. Surtout que nous avons constaté qu'il y a eu de nombreux nouveaux acteurs qui ont pris part à la SAMAO. Des résultats satisfaisants qu'il met à l'actif du comité d'organisation et à l'ensemble de tous les partenaires techniques et financiers. Des organisateurs et leurs partenaires qu'il a félicités et remerciés vivement avant de les exhorter à garder la même ardeur au travail afin que la 4e édition de la SAMAO qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou connaisse elle aussi un grand succès. Les nouveaux référentiels de la décentralisation sont en phase de vulgarisation au Burkina Faso. Les acteurs de la décentralisation s'approprient le contenu de ces référentiels au cours d'une rencontre qui se tient à Manga. L'ambition pour eux, c'est de mieux cerner les contours du 3e cycle du processus de la décentralisation. Rasmani Zoundi, Estelle Judith Assoba. Le Burkina Faso amorce le 3e cycle de son processus de décentralisation. Des référentiels servant de guide pour la mise en œuvre efficace de cette prochaine étape de décentralisation ont été adoptés par le gouvernement le 8 mars dernier. Les acteurs au niveau décentralisé et déconcentré se doivent de les approprier. C'est dans cette optique que le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation initie une série de séminaires regroupés par région sur la vulgarisation du contenu de ces référentiels. Et Manga, dans le centre-sud, a eu le privilège d'abriter la cérémonie de lancement officielle. Ça va permettre donc aux gouverneurs, aux commissaires, aux maires et à leurs partenaires techniques et financiers au niveau local d'être informés donc, sur le contenu de ces référentiels-là qui vont donner un souffle nouveau à notre processus de décentralisation parce qu'il y a des propositions innovantes qui sont à l'intérieur. Ce 3e cycle marque la vision globale de la décentralisation à l'horizon 2040. C'est assez grand. Donc là-dedans, nous prévoyons comment on peut faire en sorte d'avoir des collectivités qui vont être à même d'avoir les compétences nécessaires, un service qui soit acceptable, que ce soit en matière d'eau, en matière de santé, en matière d'éducation et dans tous les domaines, et qui puisse impulser un développement local qui permette donc à tout le monde d'être à l'aise dans les collectivités territoriales. Après l'étape de vulgarisation,
S'ensuivra la grande conférence nationale de la décentralisation le 2 novembre prochain. Une conférence qui sera présidée par le président du Faso. Le partenariat pour un gouvernement ouvert et la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance, voici 2 référentiels de gouvernance expliqués aux populations des Cascades à Banfora le 16 octobre dernier. Après avoir pris connaissance de ces référentiels, les populations épousent cette nouvelle vision de gouvernance participative. Bilidou Bazongo et Kadourou Menki. Dans son discours inaugural, le gouverneur de la région des Cascades explique les enjeux du partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO, et de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance, SNPG. Un discours qui donne le ton ici à Banfora à la campagne d'information et de sensibilisation des populations sur le PGO et la SNPG. Nous sentons vraiment un intérêt, un engouement. Et parce que tout simplement les 2 référentiels qui font l'objet d'explications et de sensibilisation dans le cadre de cette journée sont d'un intérêt capital. Le PGO et la SNPG sont des instruments de bonne gouvernance avec à la clé une meilleure implication des populations dans les politiques de développement. Pour les organisations de la société civile, l'opérationnalisation de tels référentiels se présente comme une aubaine. Et pour cela, nous remercions le ministre de la fonction publique et l'ensemble de ses collaborateurs pour la démarche qu'il va faire dans toutes les 13 régions du Burkina. Nous sommes dans un pays post-insurrectionnel et nous devons travailler à ce que les choses soient dans la transparence et dans la légalité. La primauté du droit et le respect des principes de l'état de droit, la lutte contre la corruption et la transparence dans la gestion de la chose publique sont les grandes thématiques abordées au cours de cette rencontre. Une session pour examiner et valider les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation de 8 communes burkinabées. Il s'agit pour les acteurs de l'urbanisation de vérifier si ces schémas directeurs sont conformes aux politiques et programmes sectoriels. La session se tient du 16 au 19 octobre à Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Dans le développement de ces villes, le Burkina connaît d'énormes difficultés dans l'organisation de l'espace, la maîtrise et la gestion du foncier, l'accès aux services essentiels et le développement de l'habitat précaire. Et c'est pour venir à bout de toutes ces difficultés que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme SDO sont élaborés. Aujourd'hui, ce sont les SDO des villes de Boussé, Bitou, Bogandé, Nyankoloko, Orodara, Pama, Po et Yako qui sont en phase d'être adoptés. Vous avez dans chacune de nos villes des espaces où des gens vont occuper des réserves qui sont destinés à des choses bien précises, mais par méconnaissance ou bien par le fait que les schémas ne sont pas encore fonctionnels, on laisse faire, les gens occupent comme ça souvent à tort et à travers et ça génère même des conflits. Le deuxième défi, c'est que ça permet de mettre en valeur les potentialités des villes. Pour le compte de l'année 2017, plus de 13 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ont déjà été adoptés. Les SDO sont des instruments fondamentaux de planification qui fixent les orientations du développement des agglomérations urbaines sur un horizon de 15 à 25 ans. Dans l'actualité également, la journée du refus de la misère a été commémorée hier 17 octobre à Maniga dans la commune rurale de Tapelgo, province de Loubritenga. Et cette commémoration est une halte pour interpeller qui de droit sur la nécessité du respect de la dignité humaine. Le mouvement dénommé Agir tous pour la dignité était au devant de cette journée pour dénoncer l'exclusion sociale. Rocher Kam et Aruna Mari. Debout sur la dalle africaine sacrée de Maniga contre la misère dans le monde. C'est en ces lieux symbole de la lutte contre l'exclusion sociale et la misère que ces volontaires du mouvement ATD Carmonde agissent tous pour la dignité commémorent la journée du refus de la misère au Burkina Faso. C'est un moment d'interpellation et surtout d'engagement pour le respect de la dignité de chaque être humain. Des hommes et des femmes
des enfants partout dans le monde entier sont exclus parce qu'ils sont pauvres. Donc cette journée, c'est pour refuser cette misère-là, c'est pour dire non à l'exclusion de l'homme par l'homme. Pour nous, mouvement ATD Quart Monde, la misère ne doit plus exister. La misère ne doit plus exister. Tout homme est une chance pour l'humanité. Pour ces partisans de Joseph Wraniewski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde, là où les hommes sont condamnés à la misère, les droits de l'homme sont violés. Et s'unir pour la défense de ces droits est un devoir sacré. Quand les producteurs suivent les conseils des techniciens de l'agriculture, cela se constate sur la physionomie des champs. Nous faisons le constat au bas-fond risicole de l'Abarani, dans la province de la Koussi. Le riz est au stade de maturation sur ce périmètre de 20 hectares et ce sont près de 90 tonnes de riz qui sont attendues. Le constat avec Serge Somda et Aïcha Adianda. Un bas-fond risicole exemplaire, il s'agit de celui de l'Abarani dans la province de la Koussi. Ici, le groupement Moufaou exploite 20 hectares et ce sont près de 90 tonnes de riz qui sont attendues. Les producteurs des autres localités de la boucle du Mouhoun sont venus s'inspirer de l'expérience de l'Abarani. Nous sommes venus ce matin pour encourager les producteurs de l'Abarani. Nous avons invité des producteurs d'autres bas-fonds pour qu'ils viennent ici voir le travail qui a été fait. Les itinéraires techniques donc ont été respectés, ce qui donne une très belle production. Cette visite commentée a permis aux producteurs d'échanger avec les autorités. Le site de l'Abarani est appuyé par le projet riz pluvial. Nous sommes très satisfaits pour les résultats que nous avons aujourd'hui, parce que pour un bas-fond qui est en première année d'exploitation, ce résultat-là, c'est ce que nous recherchons. Aujourd'hui, notre attente maintenant, c'est la suite, c'est-à-dire les activités de post-récolte et comment maintenant s'organiser aussi pour affronter le marché. Nous verrons dans la mesure du possible, bien sûr de concert avec la direction régionale, travailler à ce que déjà toutes les doléances en fait, qui ont été soumises ici à monsieur le gouverneur, qu'on puisse arriver à les traiter avec diligence et voir dans la mesure du possible, surtout pour les questions du coulement, voir comment on peut encore mieux les accompagner pour faciliter le coulement. À cette occasion, le projet riz pluvial a offert du matériel de récolte aux producteurs. On en récoltera en quantité également à Sao, dans la commune de Boussé. Il est attendu 74 tonnes de riz sur le site aménagé de 20 hectares à Sao. Et c'est le résultat du projet riz pluvial, un projet mis en œuvre sur 130 hectares dans le plateau central. Le gouverneur de la région et les responsables du projet sont allés faire le constat. Voyons cela avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafandou. Le temps est donné pour la récolte dans ce bas-fond risicole de Sao, Rabo-Somnoré, un village de la commune de Boussé dans le plateau central. 296 producteurs, dont 226 femmes, exploitent les 20 hectares aménagés par le projet riz pluvial. La variété du riz FKR 18 de 115 jours et le rendement attendu 74 tonnes. Des prouesses saluées par la première responsable de la région. Je voulais dire des mots d'encouragement aux vaillants producteurs de la région. Pour le cas de Sao, c'est une première expérience, mais en regardant le compte d'exploitation, ça présage également que les populations pourront toujours bénéficier de l'appui du PRP, vu que cette expérience-là est une expérience positive. La visite a permis d'échanger avec les producteurs sur le respect des règles culturelles enseignées par les techniciens, le soutien en intrants, le recouvrement des fonds de roulement accordés aux producteurs et la bonne nouvelle, de nouveaux partenaires chinois sont là pour soutenir la filière. China, we grow rice very long time. Now, the average yield. La Chine a une longue expérience dans la culture du riz. Le rendement peut aller 16 tonnes à l'hectare. Cette expérience, nous sommes fiers de la partager avec nos amis du Burkina. So we come here, we want to share the experience with our friends here.
Le bas-fond des écoles de Sao, Rabo Somnoré, a été emblavé en 2018 sur demande des producteurs du groupement Tegawende. Il est prévu des puits à grand diamètre pour permettre aux producteurs de pratiquer la maraîchiculture en saison sèche. Dans l'actualité également, nous parlons d'un autre projet aux résultats satisfaisants, mais cette fois dans le domaine de la santé. Il s'agit du projet dénommé Père Bourkimbila, porté par l'USAID et le ministère de la Santé. L'objectif de ce projet est d'accroître l'engagement des hommes et des adolescents dans la planification familiale et la santé de la reproduction. Konsun Koulibaly et M. Solange Digma. C'est un projet qui cible les pères de famille pour les impliquer dans la sensibilisation des adolescents sur les questions de sexualité responsable et du respect de la femme dans le but de réduire les pratiques à risque pouvant entraîner les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Porté par USAID, le projet vise également à instaurer un environnement propice au dialogue dans la famille. C'est vrai que c'est important que les femmes, les mères, les filles puissent pouvoir s'approprier de leur santé, mais on oublie toute la famille. Et la famille est composée également du père et des garçons. Mais il faut le dire, lorsqu'il y a une grossesse, ce n'est pas la faute de la fille seulement. Il y a le garçon qui prend part et a un grand rôle à jouer. Et donc c'est important qu'il y ait cette discussion-là pour que les garçons puissent comprendre le rôle qu'ils jouent et le fait que c'est important de protéger. Mise en œuvre à Tamasgo, à Basma et à Samba, dans la commune de Barsolgo, ce projet a produit des effets, en témoignent les pères Bourkimbila. Selon nous, parler avec ton enfant, le cas de sexualité, nous on était honte de parler. Mais avec le projet, on a eu des mesures à pouvoir parler avec nos enfants pour le cas de sexualité. La remarque est pertinente parce que depuis un certain temps, au niveau de nos collèges, on remarque que beaucoup de filles tombent enceintes, beaucoup de filles n'arrivent pas à terminer leur scolarité. Et quand on arrivait au collège, même on se rend compte qu'il y a des filles qui sont là avec des enfants qui pleurent à tout le temps. Alors, chose qui est diminuée de nos jours dans ces 3 villages. C'est donc une opportunité pour le ministère de la Santé de capitaliser ces outils pour une meilleure vulgarisation à l'échelle nationale. Le projet a été financé à hauteur de 522 millions de francs CFA par le gouvernement américain à travers USAID. La coordination nationale des femmes du Burkina fait le bilan de la marche organisée le 11 octobre dernier à Ouagadougou. Une marche qui avait pour but de soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. À travers cette marche, la coordination des femmes dit avoir suscité des réactions au profit des forces de défense et de sécurité. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Les membres de la coordination nationale des femmes du Burkina Faso sont satisfaites de la marche qu'elles ont organisée le 11 octobre dernier. Une marche pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les attaques que subit le Burkina. Cette marche a été couronnée d'un succès réel au regard de la mobilisation constatée, de la qualité du message qui a été véhiculé en cette occasion, de sa réception au niveau de la population et de l'effet d'entraînement qu'elle a suscité dans les 4 coins du Burkina Faso. Elles ont en outre traduit leur reconnaissance à la première dame du Faso, Sika Kaboré, et au médiateur du Faso, Saran Sérémé, pour leur accompagnement moral et organisationnel et toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à leur côté pour la réussite de cette marche. Nous saluons et soutenons les actions et l'initiative qui sont en train d'être prises par nos autorités et qui sont de nature à rassurer les populations. Nous apprécions positivement la coopération inter-États, en particulier les concertations multilatérales des autorités compétentes des pays touchés par ce mal qui se déroule en ce moment à Ouagadougou. Nous tenons à réaffirmer notre engagement pour apporter notre soutien inconditionnel à nos enfants, éléments des forces de défense et de sécurité pour leur patriotisme.
La coordination entend organiser dans les jours à venir des marches avec ses membres dans le Sahel et à l'Est. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des femmes du Burkina à jouer leur partition, c'est-à-dire collaborer avec les forces de défense et de sécurité en vue de booster le terrorisme hors du Burkina Faso. Voilà qui nous amène à vous lire ce communiqué de la gendarmerie nationale. Dans la nuit du mercredi à jeudi, aux environs de 22 h, la brigade territoriale de gendarmerie de Barani, située dans la province de la Kossi, région de la Boko-du-Moun, a été la cible d'une attaque terroriste. Un groupe armé non identifié a attaqué un poste avancé de la brigade qui a essuyé des tirs nourris. Grâce à une riposte prompte et déterminée des gendarmes, les gendarmes ont réussi à maintenir leur position et à repousser les assaillants. On déplore malheureusement un gendarme décédé et 3 blessés, dont 2 dans un état grave. Un des assaillants a été abattu dans la riposte et les opérations de ratissage se poursuivent. Avant cela, 2 attaques avaient été enregistrées dans la nuit du 16 au 17 octobre. La première a été perpétrée contre la gendarmerie de Sidiradougou dans la Komewe et la seconde contre le poste de contrôle de la police sur l'axe Djibo-Tongomayel. Et c'est l'un des sujets à la une des journaux de ce 18 octobre. La revue de presse est avec Abdullah Rasmani Zongo. C'est une liste assez triste qui s'allonge ou qui s'élargit, c'est selon. Pour la première fois, la région des Cascades des victimes d'une attaque rapporte aujourd'hui au Faso, dans la nuit du lundi à mardi. La brigade territoriale, raconte le journal, de Sidiradougou dans la Komoé, a essuyé une attaque menée par une dizaine d'assaillants, heureusement, sans faire de victimes, mais ayant par ailleurs entraîné de nombreux dégâts matériels. Le journal Le Pays précise. C'est autour de 23h45 que les tirs ont été entendus du côté de la gendarmerie de Sidiradougou et obligeant donc les couches-tard à subir un couvre-feu, c'est-à-dire à rentrer immédiatement à domicile. Notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso ajoute, dans la même période, le poste de contrôle de police, situé sur l'axe Djibo-Tongomayel dans le nord, a également essuyé des tirs provenant d'individus non encore identifiés. Des tirs qui ont malheureusement provoqué 2 blessés légers dans les rangs de la police. Autre sujet, à l'arrondissement 7 de Ouagadougou, le torchon brûle entre le maire et ses conseillers, chuchote le journal Le Quotidien. Il lui est reproché, je cite, sa mauvaise gestion et il lui est demandé de quitter son perchoir, autrement dit de rendre le tablier. La mairie compte 18 conseillers, sauf les éditions Le Pays, et ce sont 11 conseillers, dont 7 du MPP, 3 du RPR et 1 de la NAFA, qui exigent le départ pur et simple de Seydou Compaoré. Avant de conclure cette édition, sachez que votre émission Santé Mag a lieu ce soir sur la RTB. Thème de cette émission, les maladies hémorroïdaires. Nous vous proposons un extrait du reportage qui sera diffusé au cours de cette émission. Souvent appelée coco en langue locale, la maladie hémorroïdaire est très fréquente dans notre société. Elle n'est découverte que lors d'une consultation ou d'un examen médical. La maladie hémorroïdaire, vous l'avez compris, correspond à une dilatation progressive de la veine située dans la région du canal anal. Elle est fréquente au Burkina et fait l'objet de consultations. Dans le mois, on peut avoir environ une trentaine de patients qui viennent pour une pathologie hémorroïdaire. La présence d'un saignement à l'occasion d'une défécation, par exemple, est un véritable signe d'alarme nécessitant une consultation pour une exploration adéquate. Malheureusement, certains patients souffrant de maladies hémorroïdaires arrivent au service des patho-gastro-entérologie du professeur Daniel Ilboudou à des stades avancés. Voilà, l'intégralité de ce reportage de Lazare Pouya est à suivre donc dans l'émission Santé Mag à partir de 21h dans une animation de Maïmouna Daou. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.